Donc, admettons qu'on va commencer maintenant. Merci d'être ici. Puis, on est un peu entre nous, mais j'ai écrit en partie ce texte-là pour une lecture orale, pour une lecture publique, mais il se peut aussi qu'à un moment donné, je décroche pour vous parler de manière un peu impersonnelle, plus personnelle, je m'excuse, informelle. Je suis quand même nerveux, là, même si on est 6 ici. Ça doit être en partie à cause du matériel. Alors d'abord, bien évidemment, c'est Daniel qui a manœuvré pour que je sois ici parmi vous. Je suis très content d'être là. Aussi, je retiens l'accueil de votre librairie, dont le nom m'échappe en ce moment. Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous regretterez pas d'être venu et d'être resté avec moi à m'entendre parler pendant une durée qui va probablement aller de 60 à 75 minutes sur des questions qui sont à la fois littéraires, je dirais, et personnelles. Parce que en ce moment, là, je commence à lire. Mon seul souci, je vous dirais, ma posture est un peu risquée. Ce que je vais vous lire, comme je disais, propose un mélange de réflexions qui sont à la fois des réflexions de lecteurs, d'écrivains en pratique et aussi des réflexions biographiques. Et mon souci en ce moment, c'est de ne pas me planter. Parce que je pense avoir une certaine expérience de l'échec. Non pas une expérience qui soit si systématique que je m'en fais un destin, mais une expérience qui, à mon sens, a quelque chose de consistant. À mon avis, la plupart des gens tendent à confondre l'expérience authentique de l'échec avec sa seule appréhension. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent à redouter l'échec en partie pour s'en protéger en réalité. Ça n'a absolument rien à voir avec l'expérience véritable de l'échec. Au mieux, cette angoisse préventive d'échouer n'est ni plus ni moins qu'une drogue récréative d'overachiever, à mon avis. Les hantés communs de l'échec, que leur crise d'anxiété n'empêche pas du tout de réussir ce qu'ils entreprennent, n'ont aucune idée de ce que c'est que de rater vraiment quelque chose. À la limite, ça demeure hors de leur portée. Moi, par contre, je pense savoir ce que c'est. Un individu qui a connu l'échec véritable, par exemple, ne dit plus à son entourage qu'il a peur de rater quelque chose. Il ne parle plus. Car il fuit l'expérience pénible et renouvelée de devoir décevoir les autres et d'accroître sa honte en annonçant qu'il a encore manqué son coup. Lors, il ne donne plus de nouvelles. Rater, c'est finir par redouter, par ne plus même s'autoriser à désirer quoi que ce soit, de crainte que ça vous soit enlevé, sitôt que vous croirez le tenir entre vos mains. Rater, c'est accueillir le succès avec une telle incrédulité que, pour peu, on ira militer contre sa propre cause, question d'obtenir une révision de sa propre note à la baisse. Rater, c'est vouloir abandonner ce qui nous est le plus cher, précipiter des ruptures, accrocher ses patins favoris au premier signe de dysfonctionnement. C'est l'ennemi même de l'entêtement, excepté justement celui à échouer. Rater, c'est dépenser une énergie intellectuelle folle, rien qu'à imaginer comment les choses pourraient échouer avant même qu'on ait tâché de les faire. Rater, c'est se méfier de soi comme d'un ami qui vous a trahi trop souvent. C'est s'acharner à dessiller le regard de celles ou de ceux qui ne vous croient pas si pire que vous le croyez l'être, de sorte qu'au bout d'un certain temps, ils vous porteront aussi peu d'estime que vous vous en portez vous-même. T'avais raison, mon pote. Au bout du compte, c'est vrai, t'es un douchebag.
L'échec, c'est parfois se mobiliser, se battre pour une cause juste pendant 60, 80, 99 jours sans faiblir, avant de capituler au dernier moment quand sonne l'heure des négociations. L'échec, c'est se dire « je vais rater ce test et le rater ». C'est se dire « cette fois je vais réussir, par exemple ce projet, cet amour, ce contrat, et manquer son coup quand même ». C'est se déclarer coupable au procès qu'on vous instruit, même quand les preuves plaident en faveur de votre innocence. Comme vous le voyez, échouer est un art qui n'est pas à la portée du premier venu, même à la limite du deuxième. Parce que pour prétendre à une connaissance de l'échec, une connaissance vraie, encore faut-il paradoxalement avoir vraiment réussi à échouer quelque chose. Bon. Évidemment, j'exagère, je charrie un peu, je n'ai pas l'intention de me présenter devant vous de cette manière, comme un raté par exemple. Je me raconte des histoires comme tout le monde. Et c'est même ce qui m'intéresse en ce moment, c'est-à-dire la façon dont on se raconte à soi-même des histoires. Souvent, sa propre histoire. J'ai été moins cultivé. C'est peut-être aux horoscopes, à l'astrologie, ce genre de choses que j'aurais confié d'expliquer mon tempérament ou de guider mes prises de décision, mes relations amoureuses même. Mais comme je prétends, comme vous, à une certaine rationalité, c'est plutôt à des psys qu'il m'est arrivé de confier ce genre de soins. Il y a une quinzaine d'années, par exemple, comme ça ne va pas tellement bien, je décide de me présenter chez une analyste, dans le quartier des analystes. À ce moment, ça fait déjà 10 ans que je potasse mon cursus lacano-freudien. Alors, après avoir pris rendez-vous, je m'assois dans la salle d'attente, où une radio passe de la musique classique douce, commanditée par une chaîne de meubles. Ce rideau sonore caramélisé peine à cacher que derrière la porte, une bourgeoise en pleurs se plaint de l'épreuve pénible qui consiste à devoir, je pense, s'acheter une nouvelle voiture. Enfin, après que celle-ci eut quitté les lieux en se mouchant, j'entre dans le cabinet de la psy. La psy me demande ce qui m'amène. Je lui déballe que j'y comprends rien, que je n'ai rien à quoi tenir. J'y arrive plus du tout, docteur. Mon journal doit compter des milliers de pages d'élan qui retombent, de rendez-vous manqués, de fantasmes sans suite. C'est depuis 20 ans partout la même merde, docteur. Faudra-t-il que je passe les prochains 20 ans de ma vie seulement qu'à essayer de clarifier ça? L'analyste remue. Elle a laissé tomber ses sandales de plage pour poser ses pieds sur un pouf. Ils sont assez plutôt jolis d'ailleurs. Cela se peut, dit-elle. J'enchaîne alors spontanément sur une anecdote parlante. C'est la fois où, à environ 20 ans, une fille que j'aimais beaucoup m'avait enfin offert son corps. J'avais attendu ce jour pendant au moins quelques mois, sinon 1 an ou 2. Je l'avais rêvé, je l'avais souhaité de toute l'ardeur que je pouvais, et pourtant je n'avais rien fait au moment critique. J'étais resté tétanisé. J'avais eu beau, après, invoquer des excuses chevaleresques pour excuser mon inertie. Il reste que maintenant encore, cette histoire semblait exposer un fossé important entre les désirs simplement cultivés dans l'imagination et la volonté concrète de les accomplir. À bien des égards, j'y étais encore coincé. Quoi faire pour sortir de là? C'est très facile, dit l'analyste, en se dirigeant vers la porte, marquant ici la fin de la séance. Quand une femme se propose comme ça, on la prend. Vous êtes quand même incroyable. Ça vous coûtera 60 $. Donc ici, je ne pouvais pas m'empêcher de glisser une craque sur l'argent et la psychanalyse. De fait, si j'ai consulté des psys quelques fois dans ma vie, il ne s'en est jamais trouvé un seul pour me dire c'était quoi mon fucking problème. C'est un peu par mes propres lectures que j'ai fini par déduire en quelque sorte que je devais être ce qu'on appelle couramment dans cette littérature un névrosé obsessionnel.
Névrose obsessionnelle, actuellement, dans les nouvelles traductions de Freud, s'appelle névrose de contrainte. Dans les 5 psychanalyses de Freud, le névrosé obsessionnel, sous sa figure, à mon avis, la plus marquante, se présente sous les traits de celui qu'on appelle l'homme au rat. Son vrai nom était Ernst Lanzer, c'était un étudiant en droit, un jeune juriste, mais aussi un personnage dont les initiatives étaient, pour faire ce cours, constamment empêchées par une hantise récurrente que les personnes qui l'aimaient, et beaucoup, dont une maîtresse et le père de l'homme au rat. Le père de l'homme au rat était pourtant mort depuis 10 ans, au moment où il est allé, où Ernst Lanzer est entré en analyse. Bref, il avait une hantise récurrente que ces 2 personnes qu'il aimait seraient punies de ses mauvaises actions ou de ses mauvaises pensées en se faisant introduire un rat vivant dans l'anus. Bien sûr, ce n'est pas le fantasme du rat vivant dans l'anus qui détermine si on est un obsessionnel ou pas. Ce qui fait un obsessionnel, c'est plutôt des pensées assez harceleuses, une paralysie constatable dans l'action, la volonté, l'impression d'une dette constante à payer, une ambivalence des sentiments qui tendent à les annuler, bien sûr, une ambivalence en fait si extrême qu'elle peut aller, par exemple, d'un amour courtois complètement anachronique jusqu'à des fantasmes sadiques qui s'ignorent un peu, bon, mais qui s'avouent quand même. Qu'elle porte l'obsessionnel, je parle de ses pensées harcelantes, de cette ambivalence des sentiments et tout ça, bon, qui porte l'obsessionnel finalement à valoriser, à érotiser les processus intellectuels au prix d'une certaine capacité à pouvoir agir en fait dans le monde, hein, concrètement. C'est la pensée qui se substitue à l'action. De fait, l'obsessionnel présente un portrait bien défini d'une figure, je pense, qu'on connaît, qu'on a peut-être traversée, hein, c'est celle du procrastinateur, du perfectionniste aussi. Le rapport de l'obsessionnel à son désir, dit Lacan, c'est de se reporter sans cesse à demain. Et il y a un autre analyste, Serge Leclerc, qui était assez bon écrivain, qui écrit 3 livres. Il y en a un qui s'appelle Psychanalyser, l'autre Démasquer le réel, et il y a un chapitre aussi d'un livre qui s'appelle Rompre les charmes. Donc Leclerc s'est penché sur la question de l'obsessionnel, et il abonde dans le même sens. Alors Leclerc, il a présenté soi-disant des histoires de cas, mais en fait c'est de lui qu'il parlait. L'obsessionnel, c'était lui. Alors il a fait des analyses de rêves et tout ça, il a dit des choses comme... il a situé l'obsédé dans un rapport qui dit d'asymptote avec son désir. C'est-à-dire qu'il jouit de s'en rapprocher tout le temps, mais il n'y touche jamais. Donc c'est la proximité qui n'arrête pas de se diviser par 2, hein, jusqu'à je ne sais quoi. Alors Leclerc situe l'obsédé dans un rapport asymptotique avec son désir, si bien que, bon, ivre du fait que cette proximité, hein, de ce qu'il désire soit toujours croissante, sans jamais qu'il entre en contact avec lui, le temps a l'air comme de se figer autour de cette figure-là, hein, de ce personnage. C'est un type humain qui m'interroge beaucoup. Même que, en fait, à mon avis, il y a quelque chose, à la limite, de valorisant à s'identifier à une figure comme celle-là. Maintenant, pourquoi? C'est que la psychanalyse, elle a commencé à étudier deux pathologies différentes. C'est-à-dire, c'était l'hystérique d'un côté et c'était l'obsessionnel de l'autre. Et à mon sens, pour l'instant, je vais parler de l'obsessionnel, c'est que la névrose obsessionnelle, pour moi, pour commencer, c'est quand même une réaction que je trouve normale,
c'est un désarroi que je trouve compréhensible, même aujourd'hui. Euh, Quand on pense à toutes les informations très contradictoires qui sont autour de nous, je crois qu'il est effectivement de plus en plus difficile de concevoir une action ou de savoir clairement ce qu'on veut, hein, ce qu'on désire. Hein. Il y a toujours matière à douter. Mais pour aller plus loin que ça, pour sortir du présent, je pense que certains obsédés, qui sont quand même parvenus à produire quelque chose, ont marqué, comment je peux dire, ils ont créé des objets culturels de valeur hein, à travers l'histoire. Pour moi, il existe vraiment une littérature obsessionnelle. Et ces créateurs-là, je pense qu'on peut les repérer de loin. Et on peut reconnaître ce qu'ils font, on peut s'identifier immédiatement avec ce qu'ils font, même si ça date d'il y a très longtemps. Imaginez par exemple qu'on rassemble des spécimens de névrosés obsessionnels dans une pièce, comme celle-ci. Et donc chacun d'entre vous, vous représentez par exemple un obsessionnel, mais bon, vous êtes du 20e siècle, vous du 19e, 18e, et puis on recule comme ça. Je suis certain que vous trouveriez finalement à vous entendre et à vous reconnaître très vite. Vous parviendriez à vous comprendre très rapidement. Je ne crois pas, cependant, qu'on pourrait en dire autant de l'hystérique. Parce que, toujours d'après la psychanalyse, bon, qui est une référence qui est un peu obligée là, dans ce que je suis en train de vous lire, je n'essaye pas de passer auprès de vous pour une espèce de dogmatique, là, un fan fini de la psychanalyse, mais enfin, l'hystérique, c'est plutôt quelqu'un qui, quand il est en conflit, quand il éprouve un conflit psychique, c'est son corps qui va réagir. Hein? Ça va tout de suite passer par le corps. Au temps de Freud, par exemple, alors, il y avait des hystériques qui parlaient en langue étrangère, qui tombaient dans les pommes quand le médecin mettait la main sur leur front, où il y avait des bras paralysés, une jambe paralysée parce qu'un oncle libidineux avait posé la main dans leur enfance sur la jambe gauche, alors elle se retrouvait 20 ans plus tard à avoir des élancements à la jambe gauche. Enfin, c'était des choses comme ça là, qui se produisaient. C'était ça l'objet l'objet d'étude des premiers patients de Freud entraient dans ce rayon-là. Hein? Alors, vous comprenez que aujourd'hui, l'hystérie, à mon sens, elle existe encore à plus d'un titre, mais je ne crois pas qu'on pourrait croiser facilement dans la vie, dans la rue, des gens qui sont encore capables d'avoir des paralysies de ce genre-là, ou avoir des espèces de mimiques, vous savez, dans les films muets, les films de la première époque, comme par exemple les comédiens jouent, hein, cette espèce de jeu outré, bon, ça se passait aussi dans les hôpitaux, ce genre de choses-là. On ne voit plus personne réagir comme ça, hein, pour être dénévrosé. Les gens ne se comportent plus de cette façon-là. Alors, c'est une différence qui est assez marquée, c'est-à-dire qu'à mon avis, les hystériques, les symptômes des hystériques sont énormément influencés par l'époque dans laquelle ils sont. Leurs symptômes sont spectaculaires, mais ils sont quand même inscrits dans quelque chose qui est acceptable, quelque chose qui est familier. Donc, si vous voulez une représentation familière de, justement, une crise. Hein? Alors que les obsessionnels, ça a toujours été comme un petit peu pareil. Hein? Autrement dit, bon, je vais revenir à mon texte un peu, c'est que les hystériques, bon, les symptômes de l'hystérie, hein, sont un peu comme victimes de la mode. Hein, et les modes changent. Alors que les obsessionnels, ils se remarquent plutôt justement par une espèce de constance, de quelque chose d'assez invariable dans leur discours. Hein, leur état reste le même. Un hystérique en conflit, bon, va s'exprimer, en tout cas, à travers son corps. C'est par là que les somatisations vont se produire. Par contre, un obsessionnel, alors quand un obsessionnel, bon, est un obsessionnel, enfin, quand il est dans un état de crise, c'est son existence qui s'arrête. C'est sa vie qui entre en état de paralysie. C'est la différence que je voulais surtout marquer, pour commencer.
Sauf que d'un autre côté, cette espèce d'état de paralysie-là a fait est pour moi une sorte de langue universelle. C'est-à-dire que en dehors du temps, hein, l'expression du malaise de l'obsessionnel, hein, la structure de sa pensée, ne vieillit pas. Elle se transmet d'une époque à une autre, on peut la reconnaître en s'entraînant, et elle se comprend très bien. Par exemple, L'homme sans qualité de Robert Musil. Non, c'est un être qui n'arrête pas d'hésiter. Bon, 1914-1925. Jean-Jacques Rousseau, dans ses confessions, quand il s'avoue, dans certains passages, par exemple, trop paresseux à faire, par trop d'ardeur à désirer. Désir dans sa tête. Fait rien. Évidemment, Zeno Cosini, rentier triestin velléitaire tabagique, de la conscience de Zéno, qui est vraiment un personnage extraordinaire, hein, qui en passant finit ses confessions par une prémonition de la bombe atomique. Le livre a été publié en 1923. C'est quelqu'un qui a très très peur des maladies, très peur des microbes, et à la fin, vraiment, le dernier paragraphe de ce roman-là, il dit, peut-être qu'un jour, l'être humain va inventer une arme massive qui va débarrasser la Terre entière des microbes et des bactéries. C'est très très frappant. Tous ces personnages, tous réels ou imaginés, pour moi, sont des contemporains. Et ce sont mes contemporains. De même que Dante, quand il se prend à hésiter devant les portes de l'au-delà, hein, au début du chant 2 de l'enfer, qui est le premier volet de la comédie humaine. Et il explique son hésitation hein, de la façon suivante. Tel est celui qui ne veut plus ce qu'il voulait, changeant d'idée pour des pensées nouvelles, si bien qu'il abandonne ce qu'il a commencé, tel je devins, sur cette pente obscure, car, en pensant, je consumais, passé simple, toute l'entreprise qui fut si rude à son début. Dante, mon frère. Gorgée de bière. Maintenant, nous sommes un jour d'après-midi de printemps 2006, pleine lumière. Je suis nu sur mon lit, assis, et je regarde ma belle amie nue aussi, étendue là. C'est un moment sans histoire, simple et plein, comme on en vit après les transports de l'amour. Le temps coule, personne ne se sent forcé de parler. Depuis 2 mois, je subis, tiens, une période si parfaitement heureuse que ça me paraît irréel. D'autant plus que la jeune personne devant moi s'est laissée aborder avec une simplicité, une aménité déconcertante. Je l'ai invitée à sortir, elle a accepté. Quand je lui ai dit que j'avais envie d'elle, elle a dit qu'elle avait envie de moi. Voilà, avec un assentiment sans ombre. Bref, cette histoire donne tellement peu de prise à mon bac d'appréhension habituel qu'il se pourrait que ces appréhensions se déchargent enfin de moi un jour. Ce n'est vraiment pas normal. De fait, comme je n'ai apparemment aucune raison de m'inquiéter, je m'en fabrique. Ce jour de printemps, par exemple, en observant ma belle amie ici, je m'aperçois que sa peau présente une quantité impressionnante de grains de beauté. Il en présente certainement plus que ce que prescrit Doctissimo, par exemple, sur Internet. Il en est tout éclaboussé, hein? Et comme on nous serine vraiment souvent à quel point un accident, une maladie de
peau due à une exposition prolongée au soleil et de plus en plus rapidement arrivée à notre époque, je finis par croire que faute d'un rival ou d'un motif à dispute, enfin je commence à me demander si c'est pas comme ça qu'on va me l'apprendre. La maladie. Alors, je commence déjà à m'imaginer traînant mon ami chez un dermatologue pour une inspection ou des choses comme, par exemple, lui appliquer une couche épaisse d'écran solaire extra fort, puissance 40-10, 40 minutes exactement qu'on sorte, pour laisser bien absorber la crème. Hein. Bon, faut que ça sèche, ça prend 40 minutes. J'ai lu les étiquettes et tout ça. Hein. Fais ça pour moi, fais-moi plaisir. Mais évidemment, je ne le fais pas parce que, de crainte que les signes de ma peur ne fassent advenir le pire. Mais à mon avis, l'anecdote que je viens de vous raconter, elle n'est pas sans attester d'autorité. Vous êtes là, vous êtes témoin. Hein, la condition d'obsessionnel que je me suis découverte. La crainte qu'il arrive quelque chose de terrible et à se demander, entre autres, si cette crainte-là n'est pas un désir. Maintenant, on est en 2010, pendant l'été, cette histoire se dégrade maintenant. À ce moment-là, un simple lapsus glissé dans un mail m'amène à découvrir que mon ami m'a probablement menti souvent, beaucoup et longtemps, peut-être même depuis le début. Comme personnellement j'ai eu peu de secrets pour elle, et comme elle refuse aujourd'hui de débattre de quoi que ce soit depuis ce que je crois avoir appris, c'est quelque chose comme environ 5 années de pan important de ce que je considérais comme une réalité assez solide qui s'anéantissent complètement. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai pas envie de commettre d'indiscrétion ou d'apologie ou de récrimination ou quoi que ce soit. Ce que j'essaie de montrer, ce que je veux souligner ici, c'est que depuis ce temps-là, il y a des questions nouvelles qui se posent à moi. Exemple. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à accorder à autrui une importance telle que la consistance, la tangibilité même de son réel finissent par s'en trouver modifiées au point d'en dépendre? Pourquoi? Comment? Quel rôle peut jouer aussi le secret dans la construction de l'identité? Et jusqu'à quel point la découverte d'un secret peut-elle menacer la cohérence de cette identité? Aussi, comment l'écriture, comment écrire peut-il soutenir la vérité? René Lapierre, qu'attend de toi la vérité? Jusqu'où peut-on être lyrique? Etc. Alors bien sûr, il est très tentant d'écrire cette histoire. Même si personne a besoin ici, je pense, d'un autre livre qui raconte les déconvenues sentimentales, existentialo, tout ce que vous voulez, d'un intellectuel. Mais bon, d'un autre côté, il y a aussi le défi de se mesurer à ce genre de cliché-là. Il y a le désir puissant de vouloir tromper, la fin de non-recevoir qui n'a eu de cesse d'être le mode de réception des événements depuis que c'est arrivé. Et c'est pour ça, en fait, que la posture autofictionnelle finit par m'intéresser. Ce qui ne m'intéressait pas tellement, en fait, avant. C'est comme une espèce de désir, quelque part, de ne pas rester seul aussi avec cette histoire. De la faire naître, de la transmettre. D'accorder aux autres la liberté d'en penser ce qu'ils veulent, mais au moins de l'avoir quelque part, eux aussi, dans la tête. Il y a aussi la chose suivante, une intuition, je dirais que cette histoire-là, elle était en quelque sorte littéraire depuis le début.
C'est-à-dire qu'il y a, bon, évidemment, il y a une correspondance par email, il y a eu des entrées de journal, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées par écrit et ça s'est construit par écrit. Donc, alors, toutes ces archives-là, quand je les revisite, par exemple, j'ai des fois l'impression de voir qu'il y avait des intuitions extrêmement prémonitoires dans ce qui s'écrivait. C'est pour ça que je regrette un peu que Sophie soit pas là. Les tourneaux. Ouais. Mais ouais, le côté demain est écrit, le côté que parfois les histoires ne sont pas seulement déterminées par le passé, comme la psychanalyse a tendance à le dire, mais qu'il y a comme un futur aussi qui détermine ce qui va arriver et que l'écrit peut emporter la trace. C'est très étrange. On n'est vraiment pas dans quelque chose de tout à fait rationnel en fait là-dedans. On est dans quelque chose de poétique, dans une réalité poétique. Politique. Alors, donc, quelque chose de prémonitoire que j'ignorais, qui porte à penser qu'elle était faite pour être écrite, cette histoire-là, dès le début. Au point d'imposer déjà, dès le début, une sorte de volonté sur nous deux, son étrange volonté sur nous. Et là, bon, je sais pas, il faut que je change la batterie de mon enregistreuse. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on prenne 4 minutes de break? Non? OK. C'est un bon moment pour prendre une pause. OK? Ça va être ça. Dans le texte, mais j'ai pas envie de lire non plus comme un vendeur de bétail, là, genre. Si personne n'écoute. Je dois t'avouer que, personnellement, je m'en rends pas vraiment compte quand tu sors du texte, quand tu es dans ton texte. C'est assez. Quand tu as dit je reviens au texte, je fais comme ok, fait que ça va pour ça, on se perd pas trop. Là. Ben, si je vous regarde pendant plus que 15 secondes, c'est plus le texte. Tu es en train de digresser. Ouais, je digresse. OK. Bon, c'est ça. Alors, c'était. Donc, je parlais de ce côté un peu prémonitoire que c'était écrit. Donc, là, il y a une étoile, un changement de section. OK. Donc, il n'empêche que l'autofiction comprend des écueils spécifiques. Je viens de parler de ma tentation, bien sûr, d'écrire une autofiction, finalement. Il n'empêche que l'autofiction comprend des écueils spécifiques qui imposent, à mon avis, une approche prudente. Donc, je m'excuse, comme je disais, de me référer si souvent à la psychanalyse. C'est une vieille maîtresse pour moi. Et je n'ai pas de meilleure façon, j'ai pas de meilleure référence, je crois, auquel me rapporter quand il s'agit de parler des gens qui, longuement, vont parler d'eux-mêmes. Et c'est elle qui va m'aider à exprimer un peu les réserves et les écueils que je crois reconnaître dans cette forme littéraire. Parce que vous seriez surpris que la psychanalyse est assez antipathique envers l'écriture autofictionnelle. J'ai relevé récemment dans un essai très court, un livre écrit assez vite d'Elisabeth Roudinesco sur Lacan, quelque chose qu'elle en pense ici, et je vais vous le lire ça. Donc Roudinesco, ça c'est une hystérique, si vous la voyez, elle est plutôt du côté des hystériques. Depuis plus de 30 ans, les romanciers investissent de façon massive la technique de la cure, parce qu'ils y sont confrontés, soit parce qu'ils y sont confrontés en tant que patients, soit parce qu'ils ont supplanté les psychanalystes en devenant les narrateurs de leur égo-histoire. L'autofiction valorise une narration affranchie des censures intérieures, d'après, par exemple, Serge Doubrovski, qui a inventé le terme dans Fils, 1977. Donc, l'autofiction valorise une narration affranchie des censures intérieures en se fondant sur le principe d'une adéquation entre narrateur et héros. Elle s'est ainsi substituée au formalisme descriptif du nouveau roman, au point que chaque œuvre romanesque ressemble désormais à une histoire de cas.
Bon, je cite le paragraphe parce que je trouve qu'il y a un problème avec. OK? Elle dit que l'autofiction s'est substituée au nouveau roman. Bon, je veux bien, sans doute que oui, mais aussi le romancier autofictif s'est substitué au patient, je pense. Je crois qu'il y a un avantage, entre autres, à s'improviser romancier autofictif plutôt, hein, et à courir la chance quand même de faire connaître son cas, et peut-être même d'en tirer un profit, des royalties, plutôt que de passer 5 ans de sa vie sur le divan d'un analyste. Roudinesco étant un analyste, doit trouver ça très très mauvais pour la business. Enfin... Mais bon, si on redevient sérieux, la critique de Roudinesco n'est pas tout à fait mauvaise. Elle me pousse à vouloir préciser, pour commencer, de toute façon, qu'une autofiction et une histoire de cas ne sont pas du tout la même chose. D'abord, c'est une question de gestion focale. Une histoire de cas, comme celle qu'écrivait Freud et comme écrivent les analystes qui écrivent régulièrement, ne sont pas identiques. Une histoire de cas est toujours rapportée par quelqu'un d'autre. Elle est rapportée par un analyste. Et l'analyste se sert du cas de son patient pour poser des questions techniques, pour faire avancer la théorie, la pratique et tout ça. Il y a un but pragmatique derrière ça. Alors que dans l'autofiction, c'est son propre cas que le narrateur rapporte, ou du moins prétend rapporter. Donc, dans l'histoire de cas, il y a un protocole. Dans l'autofiction, on peut abolir, je crois, toute espèce de protocole. Le narrateur autofictif peut revendiquer à la fois la place du patient, du malade, et du médecin, hein, la place de l'accusé et de l'avocat, ou du juge, celle de metteur en scène et de marionnette, hein, celle de victime et de bourreau, simultanément. Autre différence, maintenant, le roman. Moi, à la base, le roman, pour moi, est la forme d'accomplissement la plus élevée que le langage écrit puisse atteindre. Point. L'autofiction n'est pas un roman à ce titre. Le roman dispose d'un pouvoir potentiel à multiplier les voix, à faire entendre la multitude. Dostoïevski, par exemple, se projette dans autant de personnages qu'il veut, qu'il peut. L'autofiction procède à l'inverse. La multitude est un problème technique extrêmement important. L'autofiction résorbe la multitude, en quelque sorte. Elle la dévore. Elle la résorbe dans la figure, à mon avis, d'un égo-narrateur tout-puissant. Le moi parle, le moi regarde l'autre, l'autre devient une extension, une espèce de sounding board du moi. On en reste là. L'autre n'existe... on n'est pas trop sûr s'il existe ou pas. Au bout du compte, autrement dit, il se pourrait que l'autofiction s'avère la plus incestueuse de toutes les pratiques littéraires qui soient, ce qui n'est pas exempt de danger. Donc ça, c'est la première réserve importante que j'adresse à cette forme. Maintenant, nous sommes l'été 2011. Je viens de finir de lire pour la première fois Je ne veux pas mourir seul. Dernier livre posthume de Gilles Courtemanche, qui était journaliste et chroniqueur en politique internationale, qui écrivait dans Le Devoir, qui a travaillé à Radio-Canada et qui est aussi connu pour des romans. Le plus populaire étant probablement Dimanche à la piscine à Kigali. Je ne veux pas mourir seul, qui est un roman très court, ou plutôt un livre qui se présente dès la page couverture comme une autofiction, justement.
démarre sur une double crise. C'est-à-dire qu'il relate d'abord que quelque part, fin mars 2009, Courtemanche, ou le narrateur, je les assimile un peu, reçoit un courriel dans lequel Violaine, sa compagne depuis 8 ans, lui signifie qu'elle le quitte. On devine que le courriel en question, que Courtemanche, je veux dire, dont Courtemanche ne reprendra pas une ligne, qu'il ne citera pas, mais qu'il ne cesse de relire. Il dit constamment qu'il relit ce courriel. On devine que le courriel en question lui intente un procès en règle, lui dresse l'inventaire de ses défauts, de ses faiblesses, bref, de tous les travers qui justifient qu'on le quitte, qu'on l'abandonne. Or, la même semaine, et c'est encore une fois ressassé dans le livre, Courtemanche apprend aussi qu'il est atteint d'un cancer grave et que ses chances de rémission sont très faibles. Ça, c'est la prémisse de départ du livre. Et c'est alors, je dirais, que Courtemanche prend, à mon sens, une décision littéraire. Une décision autofictionnelle. Une décision sans laquelle son livre n'existerait pas. Et qui consiste à rapprocher, à assimiler la maladie avec la lettre, le email. La mort s'est glissée en moi par Internet. Le bonheur et l'amour, je croyais que le bonheur et l'amour me protégeaient des maladies, occultaient mes faiblesses. Mais c'est bien ces faiblesses dont mon amour me parle dans ce courriel qui ouvre la porte à la mort. Car si j'étais le monstre qu'elle décrit, alors la mort aurait raison. Je ne veux pas mourir seul véhicule un discours assez prenant, à mon avis, sur la force des mots. Ils ont presque, si vous voulez, une force magique. Lettre de rupture, c'est magique. Les mots peuvent littéralement prolonger la vie ou précipiter la mort, comme l'amour d'ailleurs. Et c'est une idée que la nature posthume de ce livre appuie de toutes ses forces. Courtemanche est vraiment mort au début de l'année 2011, je pense en février, quelque chose comme 4 semaines avant que son livre sorte. Maintenant, si je vous ramène à l'été 2010, je suis, à cet été 2010, à l'apex de ma crise amoureuse. C'est-à-dire, c'est un moment où le réel que j'évoque, le réel se délite considérablement. Je ne travaille pas, je ne mange plus, je passe mon temps collé à la fenêtre. Quand le soir tombe, j'allume pas les lumières. Je reste assis là. J'ai un ami qui est venu me visiter à un moment donné. Il m'a tellement, quand je lui ai ouvert la porte, j'avais l'air, paraît-il, si livide qu'il m'a pas reconnu tout de suite. Donc, alors, ces semaines-là, été 2010, quand j'ai quand même eu encore un peu d'esprit, alors quand j'ai encore un peu d'esprit, j'écris des courriels à la belle. Le choc esthétique, j'avais tendance à, je l'appelais. Et il n'est répondu à aucun. Aucun des courriels n'est répondu pendant une succession de journées, probablement une dizaine. Jusqu'au jour où, changement de tactique, mon ami me répond enfin, plus ou moins selon mes attentes, c'est-à-dire en long et dans le détail. C'est un courriel très inculpant et avec, bien sûr, ce goût de
pourriture qui me monte à la bouche, hein, je lis, moi aussi, et je relis le courriel. Transi comme si j'avais reçu ma propre sentence de mort. Le verdict sans appel de mon impropriété crasse à toute espèce de consommation humaine. C'est quand même drôle que pendant ce même été 2010, je peux m'imaginer que Je ne veux pas mourir seul est en train de s'écrire. Et Je ne veux pas mourir seul, puisque j'y reviens, ne sera pas le récit d'un combat. Ce n'est pas le livre qui raconte un combat acharné contre la maladie. Au contraire, c'est un aveu de capitulation. Je pense qu'il n'y a rien que la littérature maintenant qui est capable de faire ça, c'est-à-dire d'avoir un narrateur qui dit « Bon, ben, je sais la résilience et tout ça, mais de la merde. Finalement, je ne tiens pas à continuer à vivre. Hein? Je veux mourir. Ça ne vaut plus la peine. » Alors, dans ce livre, c'est un livre où Courtemanche n'a de cesse de se soumettre, on voit, comme un narrateur, un sujet narrateur, bon, que j'assimile à l'auteur, à tort ou à raison, n'a de cesse de se soumettre finalement à ce qui l'accuse, de donner raison à ce qui l'accuse, d'embrasser la cause de ce qui le tue. Comme lecteur, j'ai eu l'impression que le narrateur, en quelque sorte, poursuit, développe la critique qu'il a reçue dans un courriel. Hein? Et le courriel de rupture, comme je vous dis, qu'il ne citera jamais, mais qu'à mon avis, il reprend à son compte et qu'il développe et qu'il donne comme ça une expansion. Hein? Ça va pendant des jours, des semaines et des mois. Bon, alors j'avais conçu je pense, un concept qui plairait à des universitaires. On pourra faire une maîtrise là-dessus sur ce que je vais dire, c'est-à-dire ce que je reconnais comme l'écriture dépressive. Bon, c'est quoi l'écriture dépressive? OK. Je vais revenir avec mon... Oui. Comme c'est souvent le cas dans ce que j'appelle l'écriture dépressive. La haine et le dégoût se portent d'abord sur soi. La dépression, c'est, comme on dit, c'est le retournement souvent de l'agressivité sur soi-même. Bon. Alors, dans l'écriture dépressive, dans un premier mouvement, ces affects négatifs se portent d'abord sur soi. Éventuellement, ils se portent au dehors, mais ça, c'est autre chose. Dégoût de soi. Si on perd ce qu'on a de plus cher, on rate sa vie. Voilà, j'ai raté ma vie. Je voudrais seulement qu'on m'accorde le courage de l'avoir reconnu et l'honnêteté d'en avoir payé le prix sans trop faire chier les autres. Page 135. Et je vous fais remarquer que Courtemanche pousse son autocritique, si vous voulez, au point de dénigrer tout ce qu'il a fait avant. Autrement, toute son œuvre. OK? Son engagement politique, entre autres, qui présente maintenant comme un échappatoire, enfin, une drogue récréative. J'avais la générosité et l'affection conceptuelle. Un enfant africain chétif me faisait pleurer. L'emprisonnement illégal d'un Palestinien me mettait dans tous mes états. Je parlais éloquemment des sentiments, de la famille, de la compassion, de la solidarité, mais j'en avais une vision mondiale. Les malheurs voisins, les déceptions domestiques de mes proches me semblaient sans grand intérêt. Leur solitude ne m'interpellait pas. Je parvenais, mais
je ne parviens plus à me réfugier dans la complexité du monde pour masquer le vide de ma vie. Quand même. Ouais. OK. Donc, une réaction, une chose qu'on reconnaît dans l'écriture dépressive. Et à mon sens, a aussi quelque chose de paradoxal, enfin qui contredit un peu le dégoût qui est exprimé là, de soi, c'est que en affirmant effectivement un rejet de soi, un rejet de la vie, l'écriture dépressive demeure une tentative de communiquer avec le monde extérieur. C'est peut-être pas si bien exprimé que ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un dégoût de soi, mais en même temps, à un moment donné, il y a un dégoût du monde. On a un auteur qui va dire « Je ne veux plus de ce monde, je veux mourir ». Bon, comme courte manche, hein, je veux plus rien savoir. Mais quand même, il va avoir ce mouvement-là de l'exprimer au monde. OK? Pour ce qui est, en tout cas, des livres qui arrivent à être achevés, à être transmis, à circuler, tout ça, bon, quand un aveu, quand une lettre de suicide est publiée et tout ça, ben, je crois que c'est une preuve évidente que ce désir mortifère, ce désir de mort, d'autodestruction, il n'est pas entier. Hein? Il y a toujours comme l'envie de, quand même, de transmettre quelque chose, de léguer quelque chose. Alors, à un moment donné, ben, OK. Alors, à un moment donné, Courtemanche ne se contente pas de s'observer lui-même et de s'autocritiquer. À un moment donné aussi, il va porter son regard vers l'extérieur. Il va, il n'est pas tout à fait dans un repli narcissique. Il essaie encore de séduire, il sort, il subit des traitements et puis il s'en va dans le même bar pour boire de la bière ou du vin. Il observe le monde extérieur en bon journaliste. Mais on comprend qu'il observe ce monde et on comprend très vite à sa manière de l'observer que il essaie de lui dire finalement qu'il ne va pas s'en ennuyer. Ce qu'il voit ne lui plaît pas. Ce qu'il voit ne lui donne pas de raison pour continuer à vivre. Surtout, par exemple, il y a ce bar, ce rassemblement de téléphones cellulaires auxquels sont accrochées des choses qui prennent parfois des formes humaines. Mais quand je dis formes humaines, j'exagère. Ce sont des images de magazines, de publicités, de messages commerciaux. Elles sont en fait des constructions, des inventions. Du moins, c'est ainsi que je les vois. Quand je descends, épuisé, par mes traitements, car il faut bien que je vive un peu. Et comme personne n'est aimable dans ce bar, à part le personnel, je me laisse aller à la haine et au mépris. Ouais, c'est pas mal. Alors, à mon avis, là, il se produit, en fait, dans le livre, dans ce texte-là, qui, soit dit en passant, est très court, et ça fait 3 ou 4 fois que je le lis. J'ai un peu une fascination pour ce texte-là. J'ai lu aucun autre roman de Courtemanche, mais celui-là, je le mets un petit peu comme à part. J'ai lu ses chroniques, j'ai lu, bon, un peu son travail de journaliste. Mais il se produit quand même quelque chose de très étonnant ici. Qui est peut-être un peu involontaire. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous lire, ça ressasse quand même un thème finalement qui est assez familier. C'est-à-dire, bon, les communications électroniques,
nous éloignent et prétendent nous rapprocher, patati patata. Hein? On est toujours dérangé par une sonnerie de cellulaire. Par exemple, quand on donne une conférence, on regarde un film et tout ça, on voit les gens se parler. Effectivement, c'est comme une épidémie, toujours repliée sur leur écran quand on est dans un lieu public. Hein? C'est plus un lieu public, c'est un lieu à la limite de solitude atomisé, bon, séparé dans un même endroit. Et il est très très dur avec ça, bien sûr. Il va creuser ce trope-là, à la limite, comme je vous dis, qui est assez familier. Par exemple, bon, Internet permet toutes les fuites et les évasions. On peut quitter quelqu'un en sachant qu'on ne sera pas témoin de sa détresse, qu'on ne verra pas l'homme fier se transformer en loque. Internet permet de conduire les relations humaines comme on règle les factures ou effectue des transferts bancaires. Bon, à la limite, ce serait un constat banal s'il se limitait à une sorte de portée générale de spectateurs détachés et tout ça. Mais je vous rappelle quand même qu'il est extrêmement ciblé dans le cas de ce livre-là, puisque Courtemanche il a été largué par un courriel. Hein? Alors, il a payé, il a le droit de le dire. Il a le droit de dire ces choses-là. Et à mon avis, je pense aussi qu'il dit à sa Violaine, dont il regrette l'absence avec émotion, hein, quand même, ben, il dit quand même, il finit quand même par l'assimiler à ce monde-là. Hein? Tu m'as largué par courriel, t'es quand même pas mieux que ces gens-là. T'es pas mieux que ces espèces de vagues formes humaines appendues à leur soluté de téléphone. Et je pense même qu'à la limite, il l'accuse en quelque sorte de l'avoir tué. Je veux dire, bon, par exemple, je meurs de la mort qu'un courriel a glissé en moi. Page 87. Avant d'évoquer son cancer comme ce rongeur, le rat, ce rongeur que Violaine a planté en moi. Page 74. Ouais. Alors, si vous trouvez ce livre ici, vous allez voir sur la 4e de couverture que c'est une fabuleuse déclaration d'amour, entre autres. Ce n'est pas faux. Mais l'amour véritable est bien sûr ambivalent, injuste et toujours un peu délirant. Et pour ce qui est justement de la déclaration d'amour, à mon sens, je crois qu'on peut très bien voir ici, à la lumière de ce que j'ai dit, qu'elle n'est pas exempte d'une certaine intentionnalité vengeresse, hein? D'un désir de rendre les coups, à l'aide d'une belle autofiction posthume. Ouais. OK. Donc là, c'est le premier cas que je vous expose pour ce qui est de l'autofiction littéraire. Alors, il y a un deuxième cas, c'est Fritz Zahn, Mars, et le troisième, ça va être ça. Et chaque cas est un peu plus court que le précédent. Bon, malheureusement, je parle également, soi-disant, du mien. Et maintenant, nous sommes en automne 2010. Je suis dans le bureau du docteur Levier au pavillon des urgences psychiatriques. Bon, mais c'est pas ce que vous pensez, hein? Parce que le docteur Levier m'a invité à aller le voir après son quart de travail. En toute bonne foi, c'est la vérité que je vous dis. J'ai quelques contacts dans le système de santé. On a parlé de mon cas entre relatives et le docteur Levier m'a invité à aller le voir quand il avait fini sa journée de travail. Et comme je ne vais toujours pas très bien, je me dis pour changer que je pourrais essayer ça. C'est-à-dire oublier l'introspection de l'analyse interminable, la psychanalyse interminable, et aller me soigner, enfin aller profiter un peu des services qui sont offerts par l'État, payés par nos taxes. Ça va probablement se résumer par une thérapie comportementaux-cognitive, prendre des antidépresseurs, parler à des travailleuses sociales, des psychologues, enfin, hein, si j'ai un problème, il y a plusieurs endroits où je peux aller.
Hein? Et peut-être que là, dans ce circuit, on finira enfin par me dire ce qui va pas. Je connais quand même quelqu'un qui se posait des questions, qui a passé un test psychométrique et qui s'est fait gracieusement accorder un quotient intellectuel de surdoué. Ça l'a beaucoup réconcilié avec ses angoisses. Tout autant que j'ai rencontré parfois des gens avec qui j'ai fait la noce et qui disaient je suis borderline, donc je me drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que là, on me dira en fait ce qui cloche. Il y a une fonction edit là-dessus. Tu peux couper des bouts si tu veux. Non, mais c'est vrai quand même. Je suis quand même sérieux. Je veux dire, à aller là-bas, peut-être qu'on va enfin quand même nommer quelque chose. À mon mal de vivre éthéré et évanescent, on va me dire ce qui cloche. Enfin, on va me donner des moyens d'agir contre ça. Hein? On va me donner un diagnostic clair. Par exemple, bipolaire, borderline, dysthymique, dépressif, dépendant affectif, n'importe quoi. Quand j'ai commencé à lire de la psychanalyse, la psychose m'intéressait beaucoup. Je suis forcément pas psychotique, mais la psychose, c'est un délire systématique qui apporte toutes les réponses à tout. Ça m'impressionnait beaucoup et à la limite, si j'avais été plus jeune, j'aurais cru être un génie si on m'avait diagnostiqué psychotique. Bref. Le problème, c'est qu'après 40 minutes d'entretien avec le docteur Levier, il m'apporte une rétroaction assez peu concluante. Il dit, vous avez un certain mal de vivre, par exemple, mais vous n'êtes pas tout à fait dépressif, vous n'êtes pas tout à fait limite, vous n'êtes pas tout à fait borderline, vous n'êtes pas tout à fait dépendant, vous n'êtes pas tout à fait dysthymique, vous n'êtes pas tout à fait cyclotimique. Vous n'êtes pas tout à fait alcoolique non plus. Ça m'impressionne beaucoup. Et il me dit ça, et puis j'ai pas passé mes 40 minutes avec lui à lui dire est-ce que je suis est-ce que je suis ça, est-ce que je suis ça, hein? J'ai pas posé aucune question dans ce genre-là. Alors, le docteur Levier passe en revue un tas de choses que je suis pas tout à fait, quoi. Si bien que moi, je quitte son bureau avec quelques conseils, très bien d'ailleurs, une adresse de CLSC pour mon prochain rendez-vous, une prescription de citalopram, qui est un antidépresseur à dose légère que je vais renoncer de prendre parce qu'il entraîne une baisse des sensations érotiques et que je préfère les sensations érotiques. Et aussi, last but not least, une inscription, une preuve dans mon dossier médical que j'ai été admis aux urgences psychiatriques. Comme si on m'y avait emmené en civière, avec les veines coupées, ou avec du lave-glace dans l'estomac, en tout cas, des choses comme ça. Et aucun diagnostic clair. Autrement dit, j'ai l'impression de m'être fait avoir quelque part. J'ai l'impression qu'on m'a floué. Maintenant, il faut dire que mon histoire personnelle ne présente pas grand-chose d'exceptionnel. Je vais vous la résumer un peu, quoi. Je suis né en 1972. Je suis le deuxième fils d'un couple très jeune qui m'a eu à 22 ans, alors que mon frère aîné, ils l'ont conçu à 19 et ils l'ont eu à 20. Ils se sont mariés à 20 ans. Bon. J'ai grandi dans une banlieue pérenne. Il s'est rien passé de spécial. Sinon, qu'en 1979, quand j'avais 7 ans, mes parents ont divorcé, c'est ma mère qui est partie. Ce qui était assez inhabituel à ce moment-là, c'est-à-dire, on a été une des premières familles monoparentales du quartier, de la rue, de l'école et tout ça, mais en plus, c'était le père qui s'occupait de nous. Statistiquement, c'était une anomalie totale. Le divorce a été acrimonieux, mes parents ne se parlaient plus, chacun est parti dans son orbite. Du reste, leur version des faits se recoupe assez peu. Aucune n'est fiable. Au point, par exemple, que je sais très bien comment chacun de mes parents interprète leur vie commune, mais il n'y a pas vraiment de faits, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de chronologie là-dedans. On peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé.
en dehors de ce qu'ils en pensent. Bon, je suis encore assez discret, rien qu'à dire ça. Là où je veux en venir, là où je crois qu'il se passe quelque chose d'important, commence à ce moment-là, c'est-à-dire de 1979 à 1985 environ. C'est-à-dire c'est une période où, garde partagée, je me mets à vivre sur un rythme de 3 sur 11. S'il y avait quelque chose sur une portée musicale, on aurait cette espèce de drôle de chose, 3 sur 11. C'est ce qui est impossible hein, en musique, c'est dit en passant. C'est-à-dire que pour un total, pour une période constante de 6 ou 7 ans, j'ai passé à peu près 11 jours, évidemment, à m'emmerder à l'école, à subir quelques privations, à contester ce qu'on m'imposait, le travail, les devoirs, les tâches. 11 jours. À plus ou moins compter les dodos, puis regarder l'horloge, regarder les minutes passées sur la pendule de la classe, hein, à attendre l'arrivée finalement des 3 autres que je vais passer chez ma mère, à avoir la paix, à faire ce que je veux sans qu'on me dérange. Bon. Cela dit, faire ce que je veux, c'est pas grand-chose. Mais c'est faire pas grand-chose sans restriction, quoi. C'est des occupations solitaires. Par exemple, la télé est pas rationnée. Les films sont pas rationnés. Mes lectures sont pas rationnées. Mes devoirs sont pas supervisés tellement. Je peux écouter du rock dans mes écouteurs. Vous voyez le genre. Et je m'attache beaucoup à se laisser faire, force m'est d'admettre. Il me donne congé de l'univers de responsabilités, de devoirs et de contraintes et surtout de la nécessité de penser immédiatement à mon avenir et m'y préparer dès maintenant, sans quoi une catastrophe imminente va compromettre ma vie adulte tout entière. Ce qui est le lot de ce qui se passe et de ce qui pèse dans la maison inquiète de mon père. Et à mon avis, il n'en faut pas plus pour que ma psyché se divise, se scinde à ce moment-là de manière assez durable entre 2 pôles antagonistes, inconciliables comme mes parents. C'est-à-dire, d'une part, une espèce de souci taraudant très sévère pour l'excellence et le travail, la contrainte, l'injonction à travailler toujours plus et tout. Et d'autre part, un goût immodéré pour l'épicurisme, pour l'ivresse, les abandons sous toutes leurs formes. Carpe diem, YOLO. Et je me représente maintenant dans ce restaurant à te tenir la main. C'était encore dans les semaines chantantes du début quand on partageait tout, ce qu'on faisait, comme on butin, mais que je m'étais mis à te raconter pour la première fois ce jour-là, cette histoire structurante, ce moment qui changea mon destin, bref, à te briefer sur mon cas parce que je crois que je n'avais pas dû faire grand-chose cette semaine-là. Je n'avais pas dû faire le plein de choses et d'expériences neuves avant de te revoir. J'avais dû me laisser aller à m'ennuyer, à être paresseux, à me contenter de t'attendre les jours où tu n'étais pas là. Et faute d'avoir de quoi dire, je dus me dire, pourquoi pas lui raconter ça? Il fallait bien que tu me connaisses, donc que tu saches et que tu sentes passer peut-être même cette espèce de frisson tragique à l'écoute de ce récit de mon être en rupture que j'avais déjà raconté à Julie, à Madeleine, à Violaine, à tout ce que tu veux. Toutes les femmes avec qui j'avais essayé d'entrer en contact sans me contenter de leur dire comment je m'appelais puis de quoi j'avais l'air. Or, cette fois-là, en cet après-midi de juin ou juillet 2006 avec toi, ce courant-là ne passera pas. Tout le temps que je tâcherai d'exposer mon cas, tu me regarderas avec cette expression de neutralité que je finirai plus tard par reconnaître comme un état d'observation flottante, une attention à la fois profonde et distante, doublée d'une intense prise de note mentale et sans doute d'une mise en garde ou deux. Je ne me doutais pas qu'en orchestrant cette éruption de mon passé dans notre présent commun, je ne m'en affranchissais pas, bien au contraire.
mais que j'essayais peut-être même de t'entraîner, toi, de t'attirer sur le chemin de mes propres sentiments, de mes propres sentiers battus, de mes vieilles chicanes. Et parfois, oui, il n'en faut pas plus pour que l'amour entre dans le début de sa fin. Tu comprends? Au fond, je crois bien n'avoir jamais vraiment su demeurer longtemps là où j'aimais être, ni me trouver entièrement là où j'étais. Ok, juste une pause, s'il vous plaît. Mais, quelle importance? Non. Oui. Ouais. C'est ça. Au fond, je crois bien n'avoir jamais vraiment su demeurer longtemps là où j'aimais être, ni me trouver entièrement là où j'étais. Maintenant, nous sommes en 1976, j'ai 4 ans. Et un certain Fritz Angst, mieux connu sous le nom de Fritz Zorn, achève le manuscrit de ses mémoires et meurt. Il a 32 ans. Le livre, publié l'année suivante, s'appelle Mars. Et l'auteur y a troqué l'angoisse, c'est-à-dire Angst en allemand, l'angoisse de son vrai nom allemand, pour la colère, Zorn, de son pseudonyme. Les dernières lignes du livre sont célèbres. Excusez-moi, c'est les premières lignes du livre. Les premières lignes du livre sont célèbres. Je suis jeune, riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. C'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si on en juge d'après ce que je viens de dire. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu d'éducation de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Page 33, folio. L'auteur entreprend ensuite d'attribuer l'origine de son cancer à l'éducation privilégiée et prohibitivement harmonieuse qu'il a reçue de ses pauvres parents. C'est comme ça qu'il les appelle. Bien sûr, ils sont tous sauf pauvres, disons. Manière de moyen. Issu de la haute bourgeoisie zurichoise, Zorn déconstruit soigneusement la phraséologie, les valeurs, l'étiquette et les évitements de ce milieu, qui aurait fait de lui, à force, un adulte inapte à vivre, un être mélancolique et dépressif, et pour finir, un cancéreux, inopérable. Ce qu'on m'évitait dans ma jeunesse, ce n'était pas la souffrance ou le malheur, c'était les problèmes et par conséquent la capacité de les affronter, dit-il, d'entrée de jeu. En fait, Zorn se considère avoir été si aliéné par son éducation et son milieu que sa maladie lui paraît la seule partie de lui qui soit encore saine, au sens où c'est la seule qui puisse encore exprimer de la révolte. Mon individualité consiste en la souffrance que j'éprouve, dit-il, car partout où ça fait mal, c'est moi. Que je sache, la popularité de ce livre, qui exprime un long « famille bourgeoise, je vouais », ne dérougit pas. Par la force de sa colère, par la minutie très convaincante de l'analyse qu'il propose de son milieu, de sa culture, de sa phraséologie. Il y a des explications. Il passe au peigne les expressions typées de son milieu, tout ça. Bon. L'auteur touche la sensibilité, je crois, de
nombre de lecteurs qui ont, tôt ou tard, été tentés de reporter leur dépression, leur maladie, sur le dos de l'éducation et des parents qu'ils ont eus. Ça fait quand même un bassin assez vaste, un lectorat très vaste. De fait, quand je découvre le livre Mars en 1994, Mars devient très vite, un des livres que je prête le plus et que je fais le plus lire. C'est-à-dire que non seulement je le prête, mais ceux à qui je le prête, ils le lisent tout de suite. Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Il tombe sous le charme. Et je suis sous le charme, j'y crois. C'était en 1994. 10 ans passent avant, en quelque sorte, que je reçoive de l'extérieur une interprétation, une lecture du livre qui est assez différente du suffrage de la lecture que j'en fais. Hein? La critique en question, elle vient d'un livre de Françoise Dolto que j'ai traîné partout quand j'étais à Paris en 2005. Et j'étais encore dans une crise de rupture amoureuse à ce moment-là. Donc, j'en ai plusieurs, mais je me promenais à Paris avec le livre Solitude partout. Je m'arrêtais dans les parcs, j'en lisais un peu, puis je repartais. C'est-à-dire que quand on est habité par une rupture, en tout cas, je suis de ceux qui ne sont pas consolés par les voyages qu'ils font. Ils promènent leur mélancolie comme ça autour de la terre entière, s'il faut. Ça les guérit de rien, mais c'est quand même divertissant, tu sais. Alors, j'ai acheté ce livre-là à Paris, je l'ai traîné partout. Et c'est Solitude. Françoise Dolto était une psychanalyste d'enfants. Et elle est assez charmante. Mais Solitude, c'est un livre assez bizarre. C'est un livre qui est paru quand même quand elle était à la fin, peut-être en 1988, là, pas longtemps avant qu'elle meure. Elle avait perdu son mari. Et le livre en question, il reproduit comme des chapitres d'essai. Puis entre les chapitres d'essai, il y a des entretiens. Il y a comme une espèce de long entretien qui est comme splicé entre des chapitres d'essai. Assez indigeste, mais les entretiens sont très digressifs, abordent plein de choses, enfin. C'est très intéressant à lire, et en même temps, Dolto, on a l'impression, à ce moment-là de sa vie, qu'elle est à la fois une analyste et en même temps une espèce de mystique. Elle parle beaucoup de Carlos Castaneda. Elle croit en Carlos Castaneda. Elle parle de l'âme des bébés qui refusent de naître, ou les bébés qui naissent malgré tout. Enfin, elle dit, les bébés ont des âmes avant de naître et tout. Il y a toutes sortes de considérations. C'est vraiment un fourre-tout assez fascinant. Et à un moment donné, elle adresse une critique à la soi-disant transparence de Mars et les histoires de cas autorisés en général. Hein, et j'ai reçu ça quand même comme un appel à la prudence, hein, quelque chose qui méritait d'être entendu. C'est dans la partie des entretiens. C'est un échange qui commence en abordant Valérie Valère. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Non? Bon. Valérie Valère, c'était une anorexique, une adolescente anorexique qui a fini par écrire le récit de son internement. Elle a publié à 16 ans un livre qui s'appelle Le Pavillon des enfants fous. Et ça raconte son séjour en asile à 14 ans. Et j'ai feuilleté le livre Le Pavillon des enfants fous, m'intéressant toujours aux histoires personnelles. Et je peux seulement dire que c'est effectivement un livre d'une anorexique, c'est-à-dire c'est un livre qui rejette absolument tout ce que le monde extérieur peut lui apporter, qui est toujours dans un rapport de rejet, hein, un rejet du traitement, un rejet de tout, du début à la fin. Donc ça ressemble vraiment à une crise d'adolescence où on dit non à absolument tout, et c'est très violent, à la limite c'est très violent, et c'est aussi très très monotone, hein? C'est presque pas lisible comme livre. Valérie Valère s'est aussi suicidée quelques années après avoir écrit son livre. Ce qui se comprend quand on la lit.
Bref, Dolto passe de Valère à Mars. Voilà, je la cite. Elle dit « J'ai lu le livre de Valère, dit-elle. C'est au premier degré. On voit quelqu'un qui n'a pas du tout été analysé et qui en veut à papa, qui en veut à maman, mais qui, en réalité, s'identifiait beaucoup plus profondément à eux qu'une adolescente qui aurait normalement vécu. C'est un petit peu comme Fritz Zorn qui a écrit Mars et qui est mort d'un cancer. C'est vraiment des fantasmes et des fantasmes. Le lecteur peut croire que l'auteur a des parents épouvantables, alors qu'ils ont la même névrose avec des effets différents, fusionnels, chez le fils. C'est un autre aspect de la même dynamique que ses parents. C'est du mimétisme fusionnel. Moi, ça me fait de la peine de voir des gens rester ainsi au premier niveau comportemental, se débattre pour essayer de se séparer les uns des autres en n'y arrivant pas. Tellement ils sont fusionnels. C'est comme des mouches sur du papier mouche. En se défendant, ils ne peuvent pas faire autrement que d'en être encore plus prisonniers. Fin de la citation. Bon. Alors, une critique comme ça, évidemment, ne m'a pas guéri de l'intérêt que je porte aux écrits biographiques et à tout ça. Mais il m'a servi quand même de rappel à la prudence, c'est-à-dire qu'un livre qui se prétend biographique ou une autofiction ou des mémoires ou tout ça ne doit pas s'exempter tant de la part de, je pense, de la personne qui l'écrit que de la personne qui va le lire d'un élément de soupçon. Hein? Par exemple, couramment on accuse l'autofiction d'être un genre narcissique, complètement égotiste, replié sur le nombril de l'auteur et tout ça. C'est quand même limitatif parce que si on lit attentivement l'autofiction, il y a toujours comme une réaction. Il y a toujours comme finalement le narrateur est quand même en réaction avec un objet qui l'obsède. Donc, il y a une représentation de l'autre, en quelque sorte. Ce que Dolto a l'air de nous dire, c'est que entre moi et l'autre, entre le narrateur et ce qu'il l'observe, c'est un rapport fusionnel. OK. Puis là, je m'excuse, à partir de maintenant, je vais être peut-être un peu moins clair dans ce que je vous dis parce qu'il y a des idées là-dedans que j'ai eues comme hier. OK? Il manquait comme une espèce de troisième élément dans cette présentation que j'aimerais développer et continuer à développer. C'est-à-dire, donc, je crois, donc, l'autofiction, c'est pas seulement, finalement, une égo-histoire, c'est quand même une histoire, l'histoire de moi qui réagit à quelque chose, qui a une fixation sur quelque chose. Donc, si on en vient à Gilles Courtemanche, il a une fixation avec le email de son ex, par exemple. Si on en vient à Zorn, à Fritz Zorn, il a une fixation sur l'éducation qu'il a eue avec ses parents. Et le problème, c'est peut-être justement ce rapport fusionnel, c'est-à-dire que je décris autre chose, mais je le décris comme s'étant complètement intégré en moi, comme un cancer, justement, comme quelque chose, une maladie. Hein? Ces deux auteurs, je veux dire, ces deux cancéreux là, qui écrivent. Alors finalement, je veux dire, quelqu'un qui va se raconter lui-même va forcément dire en se racontant, il va dire qu'il a été déterminé par quelque chose. J'ai été déterminé par le divorce de mes parents. J'ai été déterminé par l'éducation névrosée et évitante de mes parents suisses riches. J'ai été protégé par la maladie qui m'attendait sur le seuil de ma vie, par l'amour que j'avais pour une femme qui m'a écrit un email qui a finalement relâché la digue de ces choses-là. Et par exemple, dans Michel Diris, qui lui a vécu, ceci dit en passant, jusqu'à 90 ans, hein, à 33 ans, écrit un livre qui s'appelle L'âge d'homme, et il dit, en quelque sorte, mon érotisme a été déterminé par les images religieuses que j'ai vues quand j'étais petit. Hein?
Donc, on est toujours déterminé par quelque chose d'autre. Et c'est finalement une espèce de construction et en même temps un leurre identitaire que l'autofiction donne à voir. Alors, on n'est pas tout à fait... c'est quand même une fabrication, hein? C'est quand même un fantasme de soi. Je trouve ça très très important de le dire parce que, à mon avis, je pense que si l'autofiction était honnête, c'est ça, très plate à lire, au début de chaque phrase, je dirais, par exemple, j'écrirais « Je dis que je dis avoir été marqué à vie par telle chose. Je dis que, toujours. » Mais évidemment, c'est très lourd. Alors donc, c'est pas bon. Voilà ce qui est arrivé. C'est une narration pseudo-objective. Ça devient parfois extrêmement confus, mais c'est très intéressant quand même. Le dernier exemple que j'avais, c'était justement, et celui-là, il est court. C'est ça. C'est L'Âge d'homme, bon, publié, je ne sais pas, en 1933-1935, précédé d'une préface où l'Iris exprime ses intentions. Donc, bien sûr, il a une intention thérapeutique derrière ça. Il dit, par exemple, j'écris ça, pour me débarrasser de certaines représentations gênantes, en même temps que pour dégager le maximum de pureté de mes traits. Enfin, il veut vers un autoportrait objectif de lui-même et se débarrasser de ses fantasmes. C'est ça qu'il dit. Et après ça, je ne sais pas si qui connaît ce livre? Qui l'a déjà lu? Personne? Ah, ok. C'est quand même un classique. C'est un classique de l'autobiographie. En tout cas, regardez, dans la préface, il y a un mélange d'aveux où il dit « Je veux me débarrasser de certaines choses que j'ai dans la tête, je vais les mettre là, je vais en être débarrassé. » Et à côté de ça, il y a cette autre idée-là, c'est-à-dire « J'écris ça pour que on ne se fasse pas une fausse idée de ma personne. » Bon, vous savez, dans les mémoires, dans les autobiographies, elles sont souvent écrites en réaction contre des choses qu'on croit à tort, avoir pensé, des fausses impressions que les gens ont eues. On essaie de rétablir les faits derrière le rideau de la calomnie et tout ça. Vous êtes toujours en lutte contre ce que les gens pensent de vous. Hein? Alors, voici ce que je pense de moi et ça vaut mieux. Toujours est-il que, alors, l'Iris fait ça. Et je veux juste vous lire juste un passage, si vous gardez ça en tête. Je vous lis un court passage de quelque chose de très, très fantasmatique. Bon, l'Iris était un peu, en partie, un anthropologue. Et il dit... Et L'Âge d'homme, c'est un livre, c'est un recueil d'obsessions érotiques. Il essaie de trouver l'origine de ces obsessions érotiques, c'est-à-dire que pour lui, les femmes se divisent en deux camps, les persécutrices et les victimes. Bon, ça n'a rien d'étonnant là-dedans. Et il dit, par exemple, et c'était un anthropologue, et il dit, ce qui me frappe le plus, par exemple, dans la prostitution, dont il a eu une expérience assez libérale, il est allé dans les bordels et tout ça, comme bataille. Ce qui me frappe le plus dans la prostitution, c'est son caractère religieux. Cérémonial du raccrochage ou de la réception, fixité du décor, offrande méthodique, rite des ablutions, langage conventionnel des prostituées, paroles machinales prononcées dans un but si consacré par l'habitude. On imagine le prêtre dans sa chair d'un côté, qu'il est en latin, puis la prostituée qui dit, viens, qu'on ne peut même plus le qualifier de calculé, qui ont l'air de tomber de l'éternité. Ça là m'émeut autant que les rites nuptiaux de certains folklores, encore une vieille tradition, encore un vieux truc, sans doute parce qu'il s'y trouve le même élément ancestral et primitif. Et il continue. Tout cela doit être lié, au moins dans une faible mesure, à l'influence qu'ont eu sur moi certaines lectures édifiantes.
Les lectures édifiantes au début des années 1900 qu'on donnait aux enfants montraient des images de martyrs, montraient toutes sortes des représentations de l'enfer, toutes sortes de choses comme ça. Puis, faute de pouvoir lire Robert Crumb ou voir Bugs Bunny, c'est quand même là-dessus que leur érotisme s'est fondé. Alors, l'Iris, aujourd'hui, on a de la misère à le lire, Bataille, on a de la difficulté à le lire justement par le lien qui s'établissent entre le sacré, l'iconographie religieuse et l'érotisme, hein, maintenant. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, alors, justement, je vous rappelle que, bon, l'Iris, selon moi, il écrit ça pour qu'on se fasse pas des fausses idées sur lui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je pense de lui quand je lis ça? Bon, quand je lis ce truc, le passage que je vous ai lu, mais je me dis, mais c'est un être pathétique. Je veux dire, son érotisme repose sur la dépersonnalisation et le rite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Pour lui, le rapport sexuel, c'est pas un rapport entre deux sujets. C'est un rapport sexuel entre deux personnes qui accomplissent une fonction qui existe de toute éternité. Tu sais, bon. Alors, ouais, quand même. Je sais pas... Il y a quelque chose, enfin, en moi qui résiste énormément à ça, même si je peux le comprendre. Deuxième chose, je veux quand même vous ramener à ce que je disais au début de la conférence par rapport à l'obsessionnel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne change pas à travers le temps. Il y a quelque chose de figé. Un obsessionnel a un rapport quand même figé avec, bon, on ne sait pas quoi, mais ça ne change pas. Ça reste. OK? Ça fait quand même longtemps. Bon, les yeux saignent. Ça va? Bon. Alors, finalement, je pense que le plus loin où je peux pousser la réflexion aujourd'hui, où j'arrive, c'est que finalement, à se raconter soi-même avec obstination, on va probablement exhiber quelque chose, on va exhiber ce en quoi on est un peu figé, quoi. Ce qui est comme fixé en nous, ce qui est en train de se... pas de se cancériser, mais ce qui est en train de se calcifier. Et je suis pas sûr qu'on puisse nommer cette chose-là. On peut juste comme tourner autour, quoi. Et là, bon, ça va être justement, comme dit Dolto, des fantasmes et des fantasmes. Bon. Alors peut-être que vous comprenez un peu l'élément de réserve très, 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 très forte que j'ai envers cette forme-là et cette pratique-là, et en même temps, l'envie de me dire pourquoi pas. Tu sais, chacun est figé sur quelque chose, chacun a probablement un fantasme qui est profondément ancré en lui. Bon, comment est-ce qu'on peut le découvrir? Peut-être qu'on peut juste comme exprimer cette devinette-là, et ce sera aux autres de savoir ce que c'est, mais... Alors, donc, piège fusionnel, inceste, chose figée. Hein. Finalement, l'autofiction, elle joue quand même sur des ressorts très fondamentaux de l'identité, et en même temps, elles sont des pièges. Ce sont des pièges identitaires. Par exemple, je suis maintenant, et je vais vous lire une partie du courriel que m'a écrit mon ami, mon ex, après une longue période de silence où je me croyais presque devenir fou. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vous en cite un bout. Avec toi, j'ai tout fait. Avec toi, j'étouffe encore. Quelques heures en ta présence me suffisent pendant longtemps. Quand je te quitte, je suis souvent fatigué. Si tu vois ce que je veux dire. Ta présence est extrêmement exigeante. Tu es toujours en train d'observer, d'analyser, d'interpréter le moindre détail. Tu ne cesses de tout prendre pour le symptôme de quelque chose, et ta manière d'osciller constamment entre l'attitude du chien piteux et celle extrêmement élitiste du génie incompris m'épuise tout autant. Tout comme ta façon de prescrire la rupture, le décloisonnement, la syncope, qui ne cesse de te révéler ou de révéler ta peur ridicule de te découvrir plus rationnel, plus classique que tu aimes à l'imaginer, tout comme tes problèmes oedipiens qui persistent et signent. Tout comme. Elle a écrit d'autres choses, mais elle a écrit ça. Et je vous le lis. Et ce qui me frappe,
en lisant ce portrait pour le moins dépréciatif, c'est à quel point, quelque part, j'ai dû avoir désiré ce message. Parce que, enfin, les éléments de preuve de mon autodiagnostic profane qui m'ont déterminé, névrosé, obsessionnel, mais enfin parvenu du dehors. Il est enfin attesté par quelqu'un qui me connaît. Officiel, confirmé. Comme je l'ai dit au début de la conférence, pour vraiment savoir ce que c'est que l'échec, il faut encore avoir réussi à rater quelque chose. Et sur ce plan, ce email est le couronnement de mon succès. Mais franchement, je ne crois pas qu'il y ait là matière à se vanter. Épilogue. On est le 11 mai 2013. J'apprends que Vicky Gendreau est morte. Son cancer du cerveau a fini par l'avoir. J'arrête tout. Je suis en train de ghostwriter un guide de savoir-vivre. Je relis Testament. Je note une chose, assez sidérante pour moi. Nulle part dans le livre, il y a quelques traces, que ce soit, de quelque intention ou volonté que ce soit, d'analyser, d'attribuer son cancer, d'interpréter son cancer comme une maladie porteuse de sens. Comme par exemple une signification cachée, la somatisation d'un conflit oedipien, sociétal, familial, donnant prise à un report de responsabilité, un blâme, un procès quelconque, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de ma rupture, c'est la faute de mes amours malheureux. La maladie, ici, n'est qu'une vulgaire maladie. Bien qu'une très sale maladie, et rien d'autre. Et j'ignore pourquoi, mais réaliser à quel point la maladie dans Testament n'est absolument pas analysée. N'a nul besoin d'être analysée. Me rappelle qu'il y a parfois des réalités contre lesquelles l'Écriture, de quelque forme qu'elle soit, avec ses étonnantes capacités d'assimilation, ne peut rien. Alors, je regarde mon champ de ruines privé. Il faut bien que ça cesse un jour. Il faut savoir un jour regarder ces petites mythologies en face et les dire, les raconter peut-être. Mais exprimer aussi qu'on n'y croit pas tout à fait. Réinjecter le soupçon dans la mythologie qu'on se raconte. Au risque, si on échoue, d'écrire sur soi un roman à thèse. Alors il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un roman à thèse. Et de figer pour de bon l'histoire de sa vie dans une interprétation unique. De devenir à soi-même la représentation du dogme que nous nous sommes choisis d'être pour le restant de nos vieux jours qui commencent aujourd'hui. Cependant, je constate qu'Ernst Lanzer, l'homme au rat, vient de quitter le bureau de Freud après sa première consultation. C'était leur premier rendez-vous. Freud écrit dans son journal, il donne, généralement, l'impression d'un homme intelligent, sympathique, fort malade, ayant tout pour séduire. Une dizaine d'années plus tard, Ernst Lanzer est déjà mort, emporté sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il a quitté Freud après 6 mois de thérapie, une thérapie qui s'est conclue par un succès. 1923. Freud ajoute « La névrose obsessionnelle fournit probablement le sujet le plus fécond de la recherche analytique, mais en tant que problème, elle n'a toujours pas été résolue. Inhibition, symptômes, angoisse. » Aussi bien. Merci. Merci beaucoup.